Salut, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Je suis juste une adolescente normale, ou je l'étais jusqu'à récemment. Avez-vous déjà rêvé de super pouvoirs comme ceux de super-héros de bande dessinée? Imaginez que vous en ayez un, et à cause de ça, votre vie est devenue beaucoup plus difficile. Regardez jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai appris à avoir une vision à rayon X. Récemment, ma mère, mon père et moi avons déménagé dans une nouvelle maison et j'ai dû aller dans une nouvelle école. J'avais très peur de ne pas pouvoir trouver rapidement des amis. J'ai toujours pensé que j'étais un peu étrange et différente de mes camarades de classe. J'ai souvent remarqué que j'avais des rêves étranges et que je pouvais sentir si une personne à côté de moi était triste ou malade. Mon étrange sensibilité, comme je l'appelais, était toujours mal traitée par mes camarades de classe. C'est parce qu'une fois, j'ai demandé à mon camarade de classe de faire attention à son vélo sur le chemin de l'école, parce que j'avais fait un mauvais rêve. Je ne savais pas pourquoi je lui avais dit ça avec tant de confiance, car ce n'était qu'un rêve. Mais en chemin, sa chaîne de vélo s'est coincée dans son pantalon, comme dans mon rêve. Il est tombé sur le bord de la route. Jack est venu vers moi avec une jambe bandée et m'a donné le titre honorifique de folle. C'est comme ça que ça m'est arrivé. J'avais donc peur que l'histoire se répète et j'ai décidé de garder la bouche fermée. Mais étonnamment, tout le monde dans la classe semblait être content de moi et parfois prêter trop attention à moi. Je suis rapidement devenue amie avec les gars et j'ai même commencé à aimer l'école, ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Vous familiarisez-vous rapidement avec de nouvelles personnes? J'ai finalement commencé à comprendre la biologie et je l'aimais tellement que je voulais aller à l'école de médecine l'année prochaine. Il semblait que ma vie avait beaucoup changé, et pour le mieux. Alors j'ai pensé, jusqu'à ce que mon surnom de folle du passé me rattrape dans ce nouvel endroit. Le matin, comme d'habitude, en allant à l'école, j'ai réalisé que mes yeux me faisaient très mal. Je me suis souvenu des mots de ma grand-mère bien aimés, et je les blâmais sur l'ordinateur de ma vie. Mon père ne m'a pas amené à l'école ce matin-là parce qu'il avait un mal au ventre et n'a pas su y remédier pendant 4 jours. Ma mère m'a nerveusement mise dans la voiture de mon père et m'a conduite à l'école. J'ai vu comment elle s'en sortait et voulais la calmer. Je ne sais toujours pas comment je l'ai vue, mais quand j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son pancréas. Une tache brune était surlignée sur son ventre. J'ai dit ça à ma mère. Elle a prétendu que je n'avais rien dit d'étrange et a juste dit « Je suppose que je devrais vérifier ». Je pouvais voir qu'elle ne prenait pas mes mots au sérieux. Mais papa souffrait tellement qu'il était prêt à croire n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Et il a été examiné. Papa a été diagnostiqué avec une inflammation pancréatique. Il a été envoyé d'urgence en chirurgie et le médecin a ajouté qu'elle avait été découverte juste à temps. À l'hôpital, mon père m'a remercié et m'a dit que j'avais le talent d'un médecin. Et je ne savais pas comment appeler ça. Je venais de voir ce qu'il avait en lui. Puis, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur des autres. Ma camarade de classe, Judy, avait une hernie dans le dos. Le professeur de mathématiques avait une insuffisance cardiaque. Au début, c'était amusant de regarder les organes des autres. Comment ils bougeaient, comment ils ne se ressemblaient pas. Mais ensuite, ça a commencé à me faire peur. Parce que je pouvais voir, mais je ne pouvais pas diagnostiquer, et la personne souffrait. Il y avait un sentiment d'impuissance. Mais comment? Et surtout, que dois-je dire? Excusez-moi, j'ai une vision à rayon X et vous devriez faire vérifier votre cœur, car vous avez une valve bloquée sur le ventricule droit du cœur. J'aurais ri au visage de la personne qui me l'aurait dit, au mieux. Et au pire, je les aurais internés dans un hôpital psychiatrique. Après avoir vécu comme ça pendant encore 3 mois, j'ai réalisé que c'était insupportable. J'ai dit à ma mère que je pouvais voir les organes de tous les gens autour de moi. Ma mère a toujours su quoi faire, et je pensais qu'ici aussi, elle trouverait la solution parfaite. Et la semaine suivante, nous sommes allés dans un centre de sciences. Au début, je pensais que nous allions simplement chez le médecin, jusqu'à ce que la porte claque et que nous soyons de l'autre côté de la porte avec mes parents. Génial. À ce moment, j'ai senti que mes parents m'avaient effrontément trahi. Où m'ont-ils envoyé? Pourquoi? J'étais remplie de ressentiment et de peur. Je ne comprenais pas ce qui allait arriver. Des expériences ont commencé sur moi. J'ai été placée en isolement cellulaire en tant que criminelle.
Il y avait un lit, des toilettes, une télévision, des oreillers et de la nourriture. Eh bien, oui, je suis d'accord, ce n'est pas la cellule la plus terrible d'une prisonnière, mais cela ne m'a pas sauvée de la pensée. Quand tout cela va-t-il finir? Chaque matin commençait par des tests, des injections et des conversations avec un homme qui se faisait appeler médecin, mais confondait les termes médicaux. J'espère qu'il était juste nerveux. Puis des conversations avec un psychologue sur mon enfance et mes parents. Je ne voulais pas en parler du tout. Avez-vous déjà été très offensé par vos parents? Alors, vous comprendrez à coup sûr. La dernière goutte de ces expériences incompétentes sur moi a été la cruauté littérale des infirmiers. Quand j'ai refusé de prendre une pilule, l'employé m'a frappé à l'épaule. J'ai pris la pilule et j'ai réalisé que je devais fuir cet endroit. Ce n'était pas si facile, car je n'étais autorisée à sortir dans la rue qu'une fois par jour, vers midi, et avec un gardien. Je suis toujours sûre d'avoir été aidée par une sorte de miracle. Eh bien, ou les hormones, car le gardien était amoureux de l'infirmière et a raté le moment de mon évasion. Et maintenant, je lui faisais signe de derrière la porte. Le problème de la terrible conclusion a été résolu. Mais je n'avais pas pensé où aller après cette prison. Les seules options que j'avais étaient mes parents, ma grand-mère ou une vie indépendante. Mes parents pourraient me mettre à nouveau dans cette prison ou je pourrais devenir une clocharde dans une chemise blanche, ce qui n'était pas une perspective agréable non plus. Il semblait donc que aller chez ma grand-mère était la seule option raisonnable et agréable. Ma grand-mère m'a accueilli avec joie. Je lui ai dit tout ce que j'avais vécu, et elle était en colère et a promis de gronder ma mère de m'avoir fait ça. Grand-mère est drôle quand elle est en colère, et j'étais contente d'avoir trouvé du soutien en elle. Tout semblait commencer comme d'habitude. Je suis retournée à l'école, je n'ai pas manqué grand-chose pendant la semaine. Cette semaine s'est passée pour moi comme une année douloureuse, et tout le monde à l'école n'a eu que 3 leçons de mathématiques. Et même ces terribles photos de malades autour de moi ont disparu. Je me suis même demandé si je les imaginais. Alors c'était encore plus insultant d'être dans cette cage de torture pour rien. Mais je ne pouvais pas croire que ces organes partout avaient cessé de me tourmenter. Tout comme je ne pouvais pas croire que ma grand-mère m'avait vendue. Elle a dit à mes parents où j'étais. Et voici que mes précieux parents se tenaient sur le pas de la porte avec un visage coupable et pensaient que je leur pardonnerais juste d'être apparu sur le pas de la porte d'une maison où ils n'étaient pas attendus. J'ai regardé ma grand-mère avec la question « Pourquoi tu me fais ça ?» Elle a été la première à parler. Elle a dit que j'avais mal compris et que mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Ma mère a continué et a présenté ses excuses sur la réalité des choses. Ils m'ont emmené un examen et un diagnostic du cerveau pour comprendre la cause de ce phénomène. Et ils n'avaient aucune intention de me bourrer de tests. Les médecins, sous prétexte de suspicion de troubles cérébraux, ont exhorté mes parents à me laisser pour un traitement gratuit. Mes parents ont eu peur et ont bien sûr dit oui. Et ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés à la maison qu'ils ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les médecins ne leur ont pas donné de photos de ma tête, ont refusé de les laisser me voir et ont même emporté mon téléphone. Ma mère a eu peur et a commencé à venir à l'hôpital tous les jours. L'infirmière de confiance a dit que j'avais disparu. Ma mère est presque devenue grise aux urgences. Elle a commencé à jurer et à appeler le médecin-chef, mais il n'y avait pas de réponse. Ma grand-mère a pris la décision responsable de lui dire que j'allais bien. Je suppose que j'aurais fait la même chose, même si je pensais que c'était injuste et cruel de sa part à l'époque. C'était comme si mon cœur était libéré. J'ai réalisé que personne ne m'avait trahi, et mes parents ne se sont pas débarrassés de moi en tant que monstre qui pourrait ternir leur réputation. Ils m'aiment et veulent vraiment aider. Ma mère était déterminée et est allée au tribunal pour s'occuper des délinquants. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le centre pseudo-scientifique. Ma mère était heureuse. Elle avait donc gagné au tribunal. Grâce à elle, j'ai appris ce qui m'est vraiment arrivé. Toute l'histoire de la vision Ariane X s'est révélée être mon imagination débordante et ma passion pour la médecine, plus le surménage. Mais je n'étais même pas contrariée de ne plus être spéciale. Il était important pour moi que je sois enfin libre des tourments et que je puisse aider les gens avec mon talent de guérir.
et non avec ma capacité à voir l'invisible. Et maintenant je peux dire quoi et où ça fait mal, en utilisant parfois des astuces médicales. Et j'attends déjà avec impatience mon travail de médecin, qui aidera des centaines et j'espère des milliers de personnes. Si vous aimez l'histoire, veuillez l'aimer. Et pour voir plus de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne. Appréciez votre caractère unique et croyez que vous êtes entouré de bonnes personnes. Bonjour, je suis Carrie et j'ai 14 ans. Vous êtes-vous déjà senti très malchanceux? Peu importe ce que vous faisiez, c'était un échec. Vous étiez en retard partout, tout ce que vous désiriez vous échappait immédiatement. Cela m'arrivait constamment. Visionnez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment plusieurs événements ridicules ont déjà sauvé ma vie. La veille de ma fête de 15 ans, j'ai fait un vœu de devenir chanceuse et j'ai eu un rêve merveilleux. Gal Gadot, ma super-héroïne préférée, est venue me voir en volant et m'a souhaité un joyeux anniversaire en personne. Comme cadeau, elle m'a offert un trèfle à 4 feuilles et m'a dit qu'il m'apporterait chance. Quelle merveille! Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que ce n'était qu'un rêve, un autre de ces rêves. Au moment où je me suis levée, j'ai mis pied dans quelque chose de mouillé. Oups, Bruce m'avait laissé une belle surprise encore. Je n'avais toujours pas de chance. Mais c'était ma fête, alors je voulais vraiment faire de mon mieux pour être joyeuse. Je me suis vêtue d'une belle robe rose. Tout le monde à l'école serait abasourdi. On m'avait fait un superbe gâteau de fête que j'ai mangé pour le petit déjeuner. En soufflant les bougies, j'ai taché ma robe avec du glaçage. Typique venant de moi. J'essayais de me trouver quelque chose d'autre à porter au lieu de ma robe. Mais tout était au lavage. Il ne me restait que des t-shirts noirs ainsi que des jeans, la tenue la plus stupide pour un jour de fête. Quand je suis arrivée à l'arrêt d'autobus, l'autobus avait déjà quitté. Et c'était le dernier de la journée. J'avais perdu tout mon temps en choisissant ma tenue. Quelle connerie! Êtes-vous déjà arrivé à l'école en retard et vous êtes-vous fait donner une conséquence? Je suis rentrée chez moi et j'ai décidé d'aller à l'école en vélo. Ma classe favorite était aujourd'hui, chimie. Le jour d'avant, je m'étais bien préparée pour un lab technique. Je ne voulais surtout pas le manquer. Je pédalais si vite. Mais soudainement, je perdis contrôle du guidon. J'ai regardé la roue et celle-ci était toute aplatie. Il s'agissait sûrement d'un clou quelque part sur la rue qui avait percé mon pneu. Pourquoi ces choses m'arrivaient-elles toujours à moi? Pendant que je luttais avec la roue, un garçon s'est approché de moi. Son nom était Max et il avait 16 ans. Il était plutôt doué avec les bicyclettes. Il a réparé la mienne instantanément et nous avons continué la route ensemble en parlant. Je lui ai dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui, mais que j'étais très malchanceuse. Au moment où je lui ai dit ça, je me suis fait asperger de boue de la tête aux pieds. Mais d'où cette boue venait-elle? Il y avait une flaque de boue à quelques mètres de nous sur la rue. Et nous l'avons croisée au même moment qu'une voiture est roulée à toute vitesse. Quel gâchis! Max m'a dit qu'il habitait tout près de mon école. Il m'a invité chez lui pour me nettoyer avant les classes. C'était bien pratique. Nous sommes arrivés chez Max. La maison semblait tomber en morceaux. Les murs étaient craqués, le plâtre semblait s'écrouler. Il y avait une collection de canettes de bière vides, ainsi que des tonnes de boîtes de pizza vides sur le plancher. Max m'a dit que c'était à cause de son père. Depuis le jour que sa mère l'avait laissé, son père n'était plus lui-même. Il avait perdu son emploi, il buvait beaucoup, la maison était devenue le bazar et il n'avait pas d'argent du tout. J'étais triste pour Max. Il était peut-être encore plus malchanceux que moi. Finalement, je me suis lavée et j'avais l'air humaine à nouveau. Avant de partir, Max m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi. C'était si inattendu. Je ne l'avais même pas vu encore, mais je le trouvais déjà super. Max m'a donné un pull rouge avec un logo à l'arrière. Un trèfle à 4 feuilles, le même que j'avais vu en rêve. Incroyable! C'était un pull de chance, Max m'a dit, et que j'en avais besoin plus que lui. Satisfaite et heureuse, je me suis dirigée vers l'école. Comme j'étais chanceuse d'avoir rencontré Max, il était si cool. Mais ma joie fut détruite lorsqu'un policier m'arrêta à la clôture de l'école. 2 officiers me demandèrent d'entrer avec eux. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que j'avais donc fait? À la station de police, on m'expliqua qu'ils étaient à la recherche d'un jeune inconnu portant un pull rouge avec un trèfle à l'arrière.
Il avait volé beaucoup d'articles dans une épicerie le jour d'avant et était parti sans payer. S'agissait-il vraiment de Max? Ça ne se pouvait pas, car son réfrigérateur était complètement vide et il n'avait aucun argent. On me plaça dans une cellule jusqu'à ce que les faits soient découverts. Il y avait une fille assise près de moi, qui était incarcérée pour une bataille. Son nom était Penny, elle avait à peu près 20 ans. Nous avons commencé à parler, et je lui ai dit à quel point j'étais malchanceuse. Et puis Penny a souri, et elle a dit que la vraie malchanceuse était sa sœur, qui allait à la même école que moi. Elle s'était fait frapper sur son vélo par un conducteur saoul. Penny l'avait retrouvée et lui avait donné une bonne leçon. Au même moment, la sœur de Penny luttait pour sa vie aux soins intensifs de l'urgence et cet imbécile avait rapporté Penny à la police. Dis, ça aurait pu être moi à la place de la sœur de Penny. Finalement, j'avais été chanceuse. Je me suis sentie mal à l'aise et j'étais silencieuse. Et puis finalement, on découvrit que le voleur était un garçon et je me fis libérer. Je n'étais plus suspecte. Grâce au ciel. Il était presque minuit lorsque je suis sortie. Quelle longue journée! J'avais 20 appels manqués de mes parents quand on me redonna mon téléphone. Merde! Mes parents seraient si fâchés contre moi d'avoir manqué l'école. Je m'apprêtais à appeler mes parents, mais le téléphone, chanceuse que je suis, s'éteignit, car la batterie s'était épuisée. Vous êtes-vous déjà retrouvés sans moyen de communication? Qu'avez-vous fait? Je me suis dit, et tant pis. J'ai décidé de rentrer à la maison à pied. Ma maison était à quelques blocs d'où je me trouvais. Il y avait un silence ensorcelant autour. L'endroit me semblait figé en attente de quelque chose. Tout à coup, j'ai entendu des pas derrière moi. Quelqu'un me suivait en cette nuit sombre. J'étais effrayée, alors j'ai commencé à marcher plus rapidement. Mais l'homme aussi commença à aller plus vite. Et puis, je me suis mise à courir. Il semblait qu'il me poursuivait. Je me suis retournée pour voir s'il était là. Mais soudain, j'ai senti une grosse douleur venant d'un coup sur mon dos. Et puis tout devint noir. Après quelque temps, je me suis éveillée dans le fin fond d'un égout. Comment étais-je arrivée ici? Max était là, me regardant d'en haut de l'égout. Il me tendit la main pour m'aider à sortir de là. J'étais toute sale et puante. Max se moqua de moi. Il a dit qu'il m'avait reconnue de derrière et voulait me raccompagner chez moi, mais qu'en courant, j'étais tombée dans le trou de l'égout. Nous étions presque arrivés chez moi quand une voiture de police arriva près de nous. Les policiers sortirent en courant. Ils nous ont attrapés, nous ont mis dans la voiture et nous ont conduits à la station. Je ne pouvais pas croire tout ce qui m'arrivait. C'était comme le jour de la marmotte. Il s'avérait que le garçon qu'ils recherchaient, basé sur un sketch du voleur en pull rouge, était Max. Et on m'avait confondu pour son accomplice. Max a pris tout le blâme, disant que c'était lui et que je n'avais rien à voir avec cela. J'étais son ami, à qui il avait offert le même pull ce matin même, et qu'il me raccompagnait à la maison quand nous nous sommes fait attraper. La police téléphona à mes parents pour les avertir de venir me chercher. Je m'attendais à un vrai scandale. Mais mes parents sont arrivés à la station en larmes. Ils étaient si heureux de me voir. Ils m'ont embrassée et m'ont tenue dans leurs bras, comme s'ils ne m'avaient pas vue depuis des années. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En rentrant à la maison, ma mère m'a dit qu'il y avait eu un accident durant le lab de chimie aujourd'hui. Il y avait eu un feu dans la classe. Certains des étudiants s'étaient retrouvés à l'hôpital avec de graves brûlures. C'était un désastre. Mes parents ne m'avaient pas identifiée parmi les victimes et ne savaient plus quoi penser. Quand ils ont reçu l'appel de la police, ils étaient enchantés et heureux que je sois bel et bien saine et sauve. Finalement, tout est bien qui finit bien. J'étais heureuse de ne pas être allée à l'école. Peut-être que toutes ces bizarreries me sont arrivées pas parce que j'étais malchanceuse, mais bien pour me sauver d'un grave accident dans ma classe de chimie. Après tout, si j'y avais été, je serais moi aussi aux soins intensifs. En allant me coucher ce soir-là, je ne pouvais pas arrêter de penser à Max. Je voulais lui rendre son pull chanceux. Peut-être qu'il l'aiderait aussi. Je me suis endormie en pensant à cela. Et puis, je me suis fait réveiller par les murmures de Bruce. Ce coquin était assis sur mon lit et tenait un vrai trèfle à 4 feuilles entre ses dents. Waouh! Quelle chance! Alors le trèfle à 4 feuilles de mon rêve s'est avéré être vrai. Il avait disparu, mais Bruce l'avait retrouvé. Hurrah! Maintenant, tout allait bien se passer forcément.
Je me suis précipitée à la station pour voir Max, mais les policiers m'ont informé qu'il était à la cour. Il s'était fait donner plusieurs mois de service communautaire. Quel malheur que j'étais en retard. Je l'ai revu 1 mois plus tard. Nous étions si heureux de nous revoir. Je lui ai redonné le pull en lui disant qu'à partir de ce moment, il aurait de la chance. Il m'a souri et m'a enlacée. C'était trop mignon. J'ai réalisé que la chance ne dépend pas d'une combinaison de circonstances ou d'objets, mais bien des gens autour de nous qui nous aident lorsque nous sommes en difficulté. Des amis qui nous supportent lorsque tout s'écroule dans notre vie. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Barbara. J'ai 15 ans. Avez-vous déjà senti que votre réputation est suspendue à un fil? Et si vous trébuchez, toute votre vie sera finie? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez quelles horreurs j'ai vécues, pétées devant toute la classe. Je vis dans le nord des États-Unis, dans une petite ville, et je vais au lycée. J'ai beaucoup d'amis et je sais comment les choisir. Dans n'importe quelle école, la réputation est importante, non? Une erreur était mort. Si vous faites un faux pas, vous serez marqué à vie. J'ai donc toujours veillé à ne pas faire d'erreur. C'était tellement important pour moi de rester sur la liste des gens cool. Plus que tout, j'avais peur de ne plus être au top et de devenir la risée. Ce serait tout simplement horrible pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais pu y survivre. C'est si facile de se tromper. Mon amie Margaret a ruiné sa réputation en laissant tomber une boîte de tampons dans son sac. Ouverte. Et ils se sont effondrés dans une demi-salle devant tout le monde. J'ai essayé de l'aider, puis j'ai entendu que tout le monde riait. Absolument tout le monde. Les filles les plus coriaces ont ri le plus fort. C'était comme un cauchemar. Un pas de plus, ils se seraient aussi moqués de moi. Je me suis arrêtée à temps. C'était comme un cauchemar. Je voulais soutenir Margaret. Elle vivait mon pire cauchemar. Mais comme tout le monde riait, je devais aussi rire. Mais sans sincérité. J'ai ressenti à la fois de la joie et de la culpabilité. La joie de ne pas être attaquée et la culpabilité de ne pas soutenir Margaret. J'avais tellement honte. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était elle ou moi. La situation était tout simplement terrible. Je ne pouvais pas soutenir Margaret, et c'est pourquoi j'étais très mal à l'aise et honteuse à ce moment. Avez-vous été tiraillée entre deux sentiments comme ça? Dites-le nous dans les commentaires. J'étais tellement malade que je ne pouvais pas la regarder et je me suis enfuie en disant que j'étais étourdie. J'avais besoin d'une excuse. J'avais peur que tout le monde remarque que je riais sans sincérité. Et puis, j'étais finie. J'ai failli échapper à la mort. Car s'ils le remarquaient, ma réputation serait ruinée. Quelle idiote se sentirait désolée pour une ratée? J'étais terrifiée et je ne pouvais pas me débarrasser de cette stupide culpabilité et pourtant, j'ai eu beaucoup de chance. Après cela, notre groupe a décidé de faire une blague sur Margaret. Garçons ont acheté des biscuits et y ont mis du dentifrice à la place du glaçage. Ils les ont donnés à Margaret avec des excuses, lui demandant de ne pas être offensée. Nous sommes tenus là et avons attendu qu'elle fasse une connerie. Je savais tout cela, mais j'avais peur de le dire. Après tout, j'étais amie avec ceux qui ont proposé cette farce, et j'avais peur de les irriter en gâchant le plaisir. Je savais que je faisais la mauvaise chose, honnêtement, mais je ne pouvais rien faire sans me faire du tort. Je me sentais tellement mal à ce sujet, mais j'étais impuissante. Margaret a pris le cookie, a pris une bouchée et après une minute, l'a regardé et a mis sa main sur sa bouche. Elle a presque vomi. Tout le monde était mort de rire et elle a quitté la classe en trombe. J'étais très mal à l'aise devant elle. J'aurais pu la défendre, mais je ne l'ai pas fait. Je m'étais déjà sentie coupable et cette farce au cookie ajoutait de l'huile sur le feu. J'aurais dû m'excuser, mais sans que personne ne le sache. Sinon, ma réputation serait ruinée. Un jour, nous nous sommes retrouvés seuls dans un couloir vide près des casiers, alors que tous mes amis s'étaient déjà enfuis dans leur classe. C'était ma chance. Je voulais aller vers elle et m'excuser et tout expliquer, même si je ne savais pas quoi dire. Mais elle est partie dès qu'elle m'a vue. Et nous étions amis autrefois. Je voulais la rejoindre à la table de la cafétéria de l'école, mais Margaret s'est levée et s'est éloignée rapidement. La culpabilité devenait de plus en plus forte, mais il y avait trop de monde autour,
et je n'ai pas essayé de me rattraper. J'ai essayé de l'attraper chez elle le soir, mais elle m'a regardé comme si j'étais folle et m'a très poliment demandé d'arrêter de la suivre. J'ai compris pourquoi elle ne voulait pas me voir, et cela m'a fait me sentir encore plus mal. Je m'en suis sentie très coupable. Mais bientôt, ça a cessé de me déranger, et je me suis calmée. J'ai eu un problème d'estomac très soudain. Mon estomac grondait. Il tournait et j'ai commencé à courir aux toilettes toutes les 2 heures. J'y suis restée longtemps et j'ai essayé de le cacher. Les chances de me mettre dans l'embarras augmentaient chaque jour, et je n'étais plus à la hauteur des problèmes des autres. À la maison, coincée dans les toilettes, j'ai fait semblant de prendre un bain. J'ai essayé de le supporter à l'école. C'était tellement gênant. Je n'aurais pas du tout quitté la maison, mais je devais étudier. Peu importe combien je les suppliais, mes parents ne me laissaient pas jouer à l'école buissonnière, et j'étais trop timide pour leur dire. Un jour, je suis allée en classe, et mon estomac a commencé à tourner comme d'habitude. Je voulais demander à partir, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai été appelée au tableau. Si je demandais maintenant, le professeur refuserait. Si j'insistais, tout le monde serait au courant de mon problème. Mon estomac se tordait déjà pour que je puisse à peine me tenir droite. Et j'ai dû répondre. J'ai essayé aussi fort que possible, mais ma voix était coincée. Tout le monde pouvait voir que quelque chose n'allait pas chez moi. Et cette pensée ne faisait que me tortiller davantage. Et à ce moment, j'ai pété fort pour toute la classe. Comme ça, au tableau. Bien sûr, tout le monde savait qui c'était. Je m'étais déshonorée devant tout le monde. J'avais plus honte que jamais. J'étais prête à m'enfoncer dans le sol. J'avais plus honte que jamais. Avez-vous déjà eu de tels échecs épiques dans votre vie? Quelque chose comme ça est-il déjà arrivé? Dites-nous, n'hésitez pas. Je savais que ma réputation était ruinée, et toute la classe riait et me pointait du doigt. Et comme avec Margaret, l'élite a ri le plus fort, les mêmes filles avec lesquelles j'étais amie. Et maintenant, je ne pouvais plus être amie avec elle. Elle ne me regardait même pas. On se lie pas d'amitié avec des ratés. Et quel surnom j'aurais? C'était comme si toute ma vie défilait devant mes yeux. Comme si j'étais juste morte, et c'était la mort. Ma vie heureuse était complètement terminée en 1 minute. Je suis restée là, rouge et tremblante. Et ils ont continué à rire. Et puis, je ne pouvais tout simplement plus le supporter. Et je suis sortie de la classe en trombe. Le professeur a dit quelque chose après moi, mais je n'écoutais pas. J'avais tellement honte, j'étais prête à disparaître. Je courais à travers l'école et j'ai vu une porte ouverte vers le cellier. Je me suis cachée dedans et je me suis assise là pendant des heures, brûlant de honte. J'ai eu de la chance que personne ne m'ait trouvée. Je ne pouvais pas retourner en classe. Je ne pouvais tout simplement pas. J'avais tellement honte que ça ressemblait à ma mort. J'aurais peut-être dû mourir sur le coup. Je n'avais une assez bonne idée. Je resterais ici pour toujours, mourrais de soif dans 3 jours, puis il me trouverait et personne n'aurait honte, car il n'avait pas honte de se moquer de moi et des autres. Eh bien, même la mort ne changera rien. Comment pourrais-je regarder mes amis dans les yeux maintenant? Comment pourrais-je poursuivre mes études et aller à l'école? Après l'école, la porte du cellier s'est ouverte et Margaret est entrée. Elle me cherchait. Ma première pensée a été « Elle est venue pour m'achever ». Ce fut le moment de la vengeance. Sa chance de prendre ma place parmi les filles cool et de cesser d'être une risée. Je lui ai dit d'aller voir ailleurs et je me suis littéralement accroupie dans le coin le plus éloigné et j'étais prête à me battre si elle approchait. Mais elle s'est assise par terre en face de moi, a souri et m'a dit de ne pas m'inquiéter. À ce moment, j'ai commencé à pleurer encore plus. J'étais tellement idiote et Margaret m'a pardonné. J'étais soulagée. C'était plus important que le fait que les autres se moquaient de moi. Ils ne sont pas venus me soutenir. Margaret a dit qu'elle ne se souciait pas de l'élite de classe ou de sa réputation à l'école. Peu importait que vous ayez de vrais amis et pas des hypocrites. C'était si facile de ressentir ça. J'ai cessé de communiquer avec l'élite. J'ai tout abandonné et je suis devenue amie qu'avec Margaret. Nous sommes devenus les meilleurs amis et avons connu beaucoup d'intimidation de la part d'autres étudiants, se soutenant mutuellement. Et puis un gars de l'élite est devenu l'objet d'intimidation.
Une fois, lors d'un spectacle lors des vacances scolaires, il est tombé dans une boîte à ordures et tout le monde s'est moqué de lui, surtout l'élite. Ses amis. Laissez-le rester à notre place. Peut-être que celui-là lui apprendra quelque chose. Étonnamment, tout le monde a vite oublié mon père pendant la leçon. Tout était revenu à la normale. Je ne me soucie plus de mon estomac. Alors j'avais besoin d'être moins nerveuse et de bien manger. Margaret et moi sommes toujours amis. C'est donc pour le mieux. Vous avez aimé mon histoire? Mettez un j'aime, nous publions régulièrement de nouvelles vidéos. Et abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche. Alors vous ne manquerez rien à coup sûr. Ne vous souciez jamais des absurdités. Ce jour-là, mon ami Oliver m'a traîné dans un restaurant pour rencontrer un riche homme d'affaires qui avait de l'argent à investir dans notre start-up. L'homme d'affaires a accepté de nous accorder 5 minutes. Nous avions l'air des gens riches, costumes chics, montres de luxe. Nous avons commandé les plats les plus chers du menu. Mais tout était faux. Les montres étaient des répliques et les costumes étaient loués. Oliver a mis en gage la bague de sa grand-mère pour qu'on puisse dîner ici. On va se faire démasquer, c'est sûr. L'homme d'affaires ne s'est toujours pas montré et j'étais sur le point de partir quand une fille est venue à notre table. Comme elle était jolie! Il s'est avéré que nous avions été réservés à la même table par erreur. Oliver a immédiatement invité la fille à se joindre à nous. Elle a dit oui. Je n'ai pas eu de relation agréable avec une fille depuis longtemps. Alors, et si c'était ma chance? Elle s'appelait Harriet. Elle devait dîner avec un ami, mais elle vient d'annuler leur rendez-vous. Nous avons discuté et pour ne pas perdre la face, j'ai dit que je venais dans ce restaurant constamment, que j'étais allé dans une bonne université et que nous avions notre propre entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Vous aurez dû voir la tête d'Oliver. J'avais tellement l'habitude de jouer à un type riche que je ne me reconnaissais pas. À la fin de la soirée, j'étais tellement emballé que j'ai demandé à Harriet de me rencontrer à nouveau et elle a accepté. Et le type riche ne s'est pas présenté à la réunion. Alors, il semblait qu'il n'allait pas du tout perdre son temps avec nous. Sur le chemin du retour, Oliver n'a pas cessé de parler de l'entreprise et du fait que nous pourrions le faire sans être riches, que notre projet commencerait bientôt à rapporter de l'argent. Mais bien sûr, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pensé qu'à elle. Oliver comprenait tout grâce à mon sourire stupide et il a immédiatement mis fin à mon excitation. Une fille magnifique a des demandes magnifiques, a-t-il déclaré avec assurance. Et malheureusement, il avait raison, car je lui ai menti sur tout. Je n'ai pas de compte bancaire, pas d'éducation. La seule chose que j'ai, c'est notre start-up. La date était fixée au lendemain, mais je n'allais pas reculer. Quoi qu'il en soit. Quand je suis rentré à la maison, ma mère dormait déjà. J'ai emménagé avec elle quand sa santé s'est détériorée. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Après la mort de mon père, j'ai pris soin d'elle et j'ai voulu la rendre heureuse. Nous avons vendu presque tout, mais nous avons fini par réunir la somme nécessaire. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à l'opération. Aussitôt, Harriet m'a envoyé un texto. Elle m'a remercié pour le dîner et m'a dit qu'elle aimait les homards. J'ai mis la barre trop haute. J'ai commencé à fouiller partout à la recherche d'un objet qui pourrait être vendu rapidement. Je suis tombé sur une boîte contenant la réserve de ma mère pour l'opération. Non, arrête! L'idée de prendre de l'argent de là était très mauvaise. Et j'espère qu'Harriet ne m'aime pas seulement parce que je suis, soi-disant, un mec riche. Le lendemain, j'ai emmené Harriet au parc et lui ai offert un bouquet de marguerites. Elle m'a demandé, « C'est une blague ?» Harriet était prête à partir et j'avais peur. J'ai menti en disant que c'était un canular et que le vrai rendez-vous serait dans mon restaurant préféré. Nous avons pris un taxi et j'ai inventé une excuse pour m'arrêter près de chez moi. J'ai dit que j'aidais les pauvres et que je devais aller voir l'un d'entre eux. Harriet a dit que j'étais très gentil, mais qu'elle préférait attendre dans la voiture. Ouf! C'est pas passé loin. Je suis allé à l'appartement et j'ai cherché la cachette dans le placard. Je te rembourserai. Honnêtement, j'espère que maman ne remarque rien. Au restaurant, Harriet m'a remonté le moral et j'étais très heureux. Les jours passaient, Harriet était vraiment heureuse parce que je lui donnais toujours des cadeaux coûteux. Une semaine plus tard, elle a commencé à m'inviter à traîner avec ses amis riches. Le monde riche m'a rendu aveugle. Mais je continuais à penser que l'argent s'épuisait. Un jour, Oliver m'a appelé et m'a dit que nous étions enfin riches. Bien sûr, il plaisantait, mais oui, la start-up a reçu le premier argent, ce qui signifie que je vais rendre tout ce que j'ai pris dans la réserve de ma mère. Mais toute ma part des bénéfices a dû être dépensée pour acheter un bracelet coûteux pour Harriet, qu'elle a supplié le jour même. Elle était ravie, et à la fin de la soirée, elle m'a invité à un dîner de famille. Elle m'a dit qu'elle avait de sérieux sentiments pour moi, ce qui signifiait qu'il était temps de rencontrer ses parents. Waouh! Je commençais à croire qu'elle n'était avec moi que pour l'argent, mais apprendre à connaître ses parents est une étape importante, une telle confiance. Le jour J est arrivé. Je ne savais pas comment me mettre. Je pensais qu'il me démasquerait en un clin d'œil.
Au final, cela s'est avéré bien pire que ce que j'avais imaginé. Tout d'abord, sa famille vivait dans un manoir où je me sentais mal à l'aise. Et deuxièmement, son père m'a immédiatement inondé de questions. Où j'étudiais, pour qui je travaille, ce que je fais dans la vie. J'ai dû répéter le mensonge habituel. Sortant d'une université prestigieuse et je travaille sur un projet réussi, la mère d'Harriet m'a tout de suite apprécié. Mais son père m'a regardé d'un air soupçonneux. Après le dîner, Harriet m'a montré la maison. Son père avait un bureau chic. Nous avons parlé dans les luxueuses chaises et pour la première fois ce soir-là, je me suis un peu détendu. Soudain, Harriet s'est levée et est allée au coffre-fort. Elle m'a demandé de me taire. Elle allait emprunter de l'argent à son père. Si je comprends bien, son père n'a pas gâté Harriet avec de l'argent, alors elle l'a volé de temps en temps. Quelle situation familière. Je l'ai regardé composer les numéros du coffre avec crainte. C'est étrange qu'une si grande quantité d'argent soit conservée sous le code PIN 1111. Lorsque nous avons dit au revoir aux parents de Harriet, son père m'a pris à part et m'a demandé si je lui avais préparé un cadeau. Son anniversaire approchait. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais un collier avec de gros rubis. Par chance, Harriet a entendu cela et a commencé à me remercier. Qu'est-ce que j'ai fait? Où vais-je trouver l'argent? J'étais aussi sombre qu'un nuage quand je suis rentré chez moi. Et puis, ma mère a décidé de m'achever complètement. Elle sera opérée dans 2 jours. Le médecin a appelé et a dit qu'il y avait un endroit libre. Ils avaient juste besoin de son consentement. Maman était si heureuse. Elle a commencé à me serrer dans ses bras, mais j'ai craqué sur elle. Cette stupide opération était complètement inutile. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai marmonné que tout allait bien et j'ai couru dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Comment pourrais-je obtenir l'argent en 2 jours? Il était inutile de demander à Oliver, puisqu'il rendait les consignes des bouteilles pour acheter des nouilles pour lui-même. Le lendemain matin, je suis allé dans plusieurs banques, mais aucune ne voulait accorder un prêt à un gaillard à la démarche bizarre. J'étais tellement désespéré que j'ai même envisagé de voler une banque. Arrête. Le riche père d'Harriet ne remarquera même pas si quelques milliers de dollars pathétiques disparaissaient de son coffre-fort. Le coffre est plein d'argent et je me souviens du code. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? J'ai commencé à préparer le cambriolage. J'ai fait un masque avec le chapeau et j'ai trouvé comment contourner les caméras et la sécurité. Cette nuit-là, je suis allé chez Harriet. La chance était de mon côté. J'ai attendu que 2 hommes de moins s'éloignent du mur et j'ai sauté par-dessus. Et pourtant, il y avait un sacré colosse avec une massue. Mon cœur a failli sauter de ma poitrine. Dès qu'il est parti, j'ai couru vers la porte d'entrée. Le bureau était au 2e étage où j'ai rampé sur la pointe des pieds. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque j'ai tapé le code du coffre-fort. C'est ça, Steve. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, tu n'es pas seulement un menteur, mais aussi un voleur. Quand le coffre a été ouvert, j'ai rapidement mis l'argent dans mes poches et je suis sorti dans les escaliers. J'allais descendre au 1er étage, mais le père de Harriet se tenait juste à côté de moi. Bon sang! J'ai essayé de me glisser devant lui, mais il a entendu mes pas et m'a remarqué. Le vieil homme a essayé de s'emparer de moi et a retiré le masque. Je me suis précipité avec crainte et je l'ai frappé à l'épaule. Pas intentionnellement. Dans la seconde qui a suivi, il est tombé la tête la première. Soudain, j'ai entendu un craquement. Je voulais voir s'il allait bien, mais je n'avais pas le temps. Je risquais d'être pris et je me suis enfui. Sur le chemin du retour, je me suis dit qu'il s'était juste blessé et que rien de terrible ne lui était arrivé. Mais je me suis fait prendre. C'est sûr, il a vu mon visage et a dû me reconnaître. Harriet m'a appelé le lendemain matin. Elle a beaucoup pleuré et m'a dit que son père avait été attaqué pendant la nuit. Mon cœur a sauté un battement et mes mains ont tremblé sous le choc. S'il avait raconté ce qui s'est passé. Je lui ai demandé nerveusement si les caméras avaient filmé l'agresseur. Mais j'ai eu de la chance, car elle a dit que l'intrus n'a pas pu être identifié et que son père était dans le coma et les médecins sont optimistes sur son état. Mon Dieu, quelle chance j'ai! Si seulement il savait que son père était dans le coma à cause de moi. J'avais tellement peur que j'ai même pensé à me rendre à la police. Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je dois attendre que le père d'Harriet se réveille. Et s'il ne se souvient de rien, tout sera comme avant. L'opération de ma mère a réussi. Elle n'a pas remarqué la perte d'argent. Nous voulions cela depuis si longtemps et je ne pouvais même pas être heureux pour ma propre mère. Oliver et moi gagnions déjà beaucoup d'argent dans notre entreprise et en quelques jours, j'avais tranquillement rendu l'argent volé au coffre-fort du père de Harriet. J'étais sur les nerfs pendant quelques semaines. Je voulais qu'Harriet me laisse tranquille, mais dans une situation aussi difficile, elle avait besoin de soutien et de cadeaux, encore une fois. Et puis le père de Harriet s'est réveillé. Je ne voulais pas du tout aller le voir. Mais Harriet m'a dit qu'il n'avait pas les idées claires et qu'il ne parlait pas en ce moment. Elle m'a demandé de venir. J'ai accepté. Son père avait l'air mal en point. Il pouvait à peine respirer, mais il a quand même trouvé la force de s'asseoir et de pointer un doigt vers moi en chuchotant. « Toi !»
Par chance, il n'a pas eu le temps de terminer. Ses yeux ont roulé en arrière et sa bouche a moussé. Les médecins se sont empressés de le réanimer. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, Harriet attendait anxieusement que son père aille mieux et j'ai su que j'étais fini. J'avais besoin d'une distraction. Alors j'ai suggéré un encas. Je nous ai acheté des sandwichs et du café instantané au distributeur. Le dernier dîner en liberté. Harriet a encore fait des siennes et a dit avec fierté qu'elle ne mangeait pas de gluten. Qui en douterait? Soudain, le médecin est sorti de la pièce et a regardé Harriet avec tristesse. Il ne pouvait rien faire. Harriet se glissa sur le sol et sanglota. À ce moment, sa mère s'est précipitée à l'hôpital. Elle a couru vers sa fille et a commencé à la calmer. Deux états se disputaient en moi. Je me détestais pour ce que j'avais fait. Même si c'était un accident, j'ai tué un homme. Bien que, d'un autre côté, il était difficile de contenir ma joie, car personne ne connaîtrait mon terrible secret. J'ai jeté un dernier regard sur la pauvre Harriet et j'ai quitté l'hôpital. C'était la fin. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je suis allé trop loin pour elle. Salut tout le monde, mon nom est Chloé, j'ai 15 ans. Est-ce que vos parents vous ont déjà dit quoi faire, avec qui être amis et avec qui parler? Les miens décidaient tout pour moi. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment mes parents avaient planifié ma vie pour les 10 ans à venir et comment j'ai tout bousillé leurs plans. Nous avons une petite famille heureuse et bien. Enfin, c'est ce que je croyais, mais ce n'est pas très juste. Je vais à une école normale. Toute ma journée est planifiée à la minute près. Pensez-vous que j'aimerais avoir plus de temps pour moi? Ah, c'est exact. Tout fonctionne toujours à la manière de mes parents. Après l'école, des cours de valse. Ma mère dit toujours qu'une vraie femme doit savoir comment valser. Je ne suis pas cette femme qu'elle espérait que je sois, mais elle est ma mère. Après les cours de danse, c'est l'heure de ma leçon de français. Mon père veut que je devienne une polyglotte. Ainsi, ce sera plus facile pour moi de me décrocher un emploi à une firme internationale. Mais je ne m'inquiète pas encore de mon futur emploi. Je n'ai que 15 ans. Mais il est mon père. Est-ce que vos parents essaient de décider ce que vous deviendrez dans le futur? Ma mère m'imagine aussi me marier et devenir la femme au foyer idéale. Mais de quoi parle-t-elle donc? Je n'ai même pas terminé le lycée encore. Mais ma mère m'a déjà trouvé un prétendant à marier. Son nom est Ethan, il a 17 ans et il est le fils d'une des amies à ma mère. Nous parlons ensemble lorsque nos parents se rencontrent les dimanches pour un barbecue. Il n'est pas du tout mon genre, mais on s'en fiche. Oui, je sais que mes parents le font sûrement par amour, car mon futur est important à leurs yeux. Mais tout cela commence vraiment à m'énerver. L'année scolaire est déjà terminée. J'ai passé tous les examens avec brio et mes parents m'ont offert un présent super. Ils m'ont envoyé à un camp d'été. C'est là que je suis devenue amie avec Vicky. Elle avait aussi 15 ans et nous avons tout de suite développé notre langage à nous. Elle était si cool. Elle pouvait faire du patin et dessiner des graffitis. Vicky avait l'habitude de me taquiner quand mes parents m'appelaient. Ses parents ne la contrôlaient vraiment pas autant que les miens. Elle décidait ce qu'elle faisait. Je l'enviais beaucoup. Elle était libre comme l'air. Vicky était toujours en train de faire un coup. Une fois, nous avions peinturé un des murs de notre bâtisse avec de beaux graffitis colorés. Lorsque nous avions terminé, la préfète était venue nous voir pour nous dire que le directeur voulait nous voir. Oh oh, nous allions sûrement avoir de gros ennuis. Le directeur était furieux. Il nous a traités de jeunes délinquants et a averti nos parents immédiatement. Mes parents sont arrivés sur le champ. Ils se sont excusés, ont payé pour les réparations du mur et sont venus me chercher. Ils ne pouvaient pas le croire, que leur petite fille parfaite s'était impliquée dans une histoire si scandaleuse. Ma mère m'a interdit de communiquer avec Vicky, car elle était une mauvaise influence sur moi. Merde, maintenant je n'avais plus d'amis. C'était foutu. J'ai passé le reste de mon été en ville. C'était déprimant. J'ai appris le français et suis allée à mes cours de danse. Et ma mère m'a inscrite à des cours de couture, comme si ça me serait utile. Connerie! C'était l'été et j'étais en cours du matin au soir. J'étais un robot ou quoi? Un jour, notre instructrice de danse nous a laissé quitter à l'avance. Hourra! Quelque chose ne fonctionnait pas comme prévu et j'avais maintenant une demi-heure de répit. Je suis sortie de ma leçon de danse et j'ai vu Vicky. C'était trop parfait. Il s'avérait qu'elle aussi fréquentait cette école, mais seulement pour des cours de hip-hop. Je lui ai parlé de mes parents en me plaignant d'eux. Vicky m'a proposé d'abandonner mes parents et éteindre mon téléphone, et nous sommes allés nous promener.
Ah, je l'adore. Nous errions dans la ville pour plusieurs heures. Et j'étais cool. Je faisais ce que j'avais envie de faire et j'étais complètement spontanée. Au diable les parents! Lorsqu'il faisait nuit, j'ai allumé mon téléphone et voilà que j'avais 20 appels manqués de mes parents. 20 appels! On allait me donner une bonne raclée, mais ça avait valu le coup. Mes parents étaient hors d'eux, comme si j'étais une petite ingrate. Ils s'étaient fait un sang d'encre. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je n'étais qu'allée me promener. J'avais eu un moment de répit. Ma mère m'a enfermée dans ma chambre comme punition. Pourquoi donc? Ce soir-là, j'ai reçu un message de la part de Vicky qui m'invitait à une soirée hip-hop chez une de ses amies. Comment diable allais-je m'y rendre? Mes parents étaient si contrariés et ne me permettraient jamais d'y aller. Le lendemain matin, j'ai dit à ma mère que je m'ennuyais de Eton et que je voulais le revoir. Avez-vous déjà menti à vos parents? Ma mère était d'accord et mon père m'a reconduit chez Eton. Lorsque papa quitta, je me suis immédiatement enfuie et je suis allée à la fête de Vicky. C'était super! Tout le monde dansait le hip-hop. Les garçons chantaient du rap. J'ai rencontré un gars sympa. En gros, la fête était un vrai succès. J'ai téléphoné à mes parents et je leur ai dit que je voulais rester chez Ethan toute la nuit et que je prendrais un taxi le jour suivant. Mes parents étaient d'accord et j'ai pu me détendre. Je suis restée pour une autre heure avant de rentrer chez moi et j'ai reçu la honte de ma vie. Quelle chance, hein? Mes parents, les parents d'Ethan et Ethan lui-même étaient tous assis dans le salon. Quel échec! C'était évident aux yeux de tous que je n'étais pas allée chez Ethan. Mes parents ont exigé une explication. Et je leur ai avoué que j'étais fatiguée et que j'avais décidé d'aller me détendre avec mon ami. Mes parents étaient furieux et m'ont engueulée, que j'étais une insolente et tout. Et je leur ai dit d'aller se faire foutre avec leur plan. Pour combien de temps s'attendaient-ils à ce que je sois leur marionnette? Et puis, tout le monde est allé au lit. Et le lendemain matin, je m'étais calmée. Au petit déjeuner, mes parents ont offert que nous allions tous nous reposer et prendre une marche dans la forêt en famille. J'étais partante. Je ne pouvais pas refuser de me reposer un peu. Alors nous sommes allés dans les bois. Eh bien, c'est ce que je croyais. Mais tout à coup, plutôt qu'une forêt, j'ai vu apparaître les portes d'une bâtisse. C'était un pensionnat. Mais que se passait-il? Mes parents m'ont dit que j'avais urgemment besoin d'être isolée de tous ces contacts nocifs pour moi dans mon entourage. Alors j'allais passer ma dernière année de lycée dans un pensionnat. Et ça, c'était leur idée géniale. Non, non, non! J'ai prié mes parents de ne pas me laisser dans cette prison. Mais ils ne voulaient rien entendre. Ils ont pris mon téléphone et ils ont quitté. J'étais complètement isolée et je ne connaissais personne. C'était foutu. Que pouvais-je faire? Dans la même chambre que moi vivait une autre fille qui s'appelait Annie. Elle avait aussi 15 ans. J'étais de très mauvaise humeur et je n'avais aucune envie de lui parler. Mais elle avait un téléphone. Et j'en avais vraiment besoin. J'ai écrit à Vicky que j'étais en prison et que j'avais besoin de rescousse immédiate. J'ai attendu sa réponse, mais Vicky semblait m'ignorer. Quelle amie géniale! Le silence de Vicky m'a profondément troublée et j'ai décidé de passer de plus en plus de temps avec Annie pour me distraire. Annie m'a fait visiter l'école. Nous avons joué au ping-pong, des jeux de société et nous nous pratiquions à danser. Déjà 1 mois entier avait passé, sans que je m'en rende compte. Et je m'étais habituée à ce nouvel endroit, et je ne m'en faisais plus pour Vicky. J'ai commencé à bien aimer l'école. Ce n'était pas si pire. Je préférais l'école, je m'ennuyais déjà. Mais un bon soir, je me suis fait réveiller par un vacarme dans ma chambre. C'était Vicky et le gars que j'avais rencontré à la fête. Que faisait-il ici? J'avais écrit à Vicky il y a de ça 1 mois, et elle ne m'avait jamais répondu. Elle aurait pu dire bonjour au moins. Vicky ne m'avait pas répondu apparemment à cause de la fameuse conspiration. Et elle avait passé le mois entier à planifier mon évasion. Mais je ne voulais plus m'évader maintenant. Vicky m'a dit qu'on m'avait lavé la cervelle et elle m'a tirée hors de mon lit. Je l'ai repoussée et elle a tombé sur le sol en s'enfargeant sur une chaise et sa main a effleuré une tasse sur ma table de chevet et elle se fracassa sur le plancher. Au son de la tasse, les gardes ont appelé la police et le tout était un fiasco total. 1 heure plus tard, mes parents sont arrivés à la station, nerveux et inquiets. Ma mère a presque fait une crise cardiaque. Je lui ai écrit une explication et c'est moi qui ai pris le blâme. C'était moi qui avais téléphoné à Vicky pour venir me sortir de là. Finalement, ils nous ont tous laissés partir. Dieu soit loué. Je suis retournée à l'école, mais on m'a expulsée en raison de l'incident. Et cela était bien triste. Mes parents et moi sommes retournés à la maison. Mes parents m'ont grondée pendant tout le voyage en retournant à la maison.
Ils étaient très déçus de mon comportement. Je m'y suis habituée et je les écoutais bêtement. Mais en arrivant à la maison, je n'en pouvais plus et j'ai commencé à pleurer. Ma mère a éclaté en sanglots aussi et elle m'a enlacée. Papa a commencé à nous calmer un peu et finalement, nous avons terminé par nous faire un gros câlin. Mes parents m'ont dit que je leur avais beaucoup manqué. Ils m'avaient manqué beaucoup aussi, pour être honnête. Ils étaient mes parents après tout. Mes parents m'ont surpris au petit déjeuner. C'est une bonne chose que j'étais assise dans ma chaise. Ma mère a dit qu'elle avait discuté avec mon père et qu'ils avaient décidé que je pouvais maintenant choisir ce que je voulais faire après l'école. C'était ma dernière année et ils voulaient m'accorder un peu de répit. Waouh! Après tout, mes parents étaient des parents bien compréhensifs. J'ai décidé de continuer la danse, mais de changer de style. Qui apprenait la valse de nos jours? Et puis j'ai terminé mon cours de français. Qui sait? Peut-être que je voudrais me rendre à Paris un de ces jours après les classes. Si vous avez apprécié mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne. Passez une excellente journée et partagez toujours votre opinion avec vos parents.